Bonjour à tous et bienvenue en France où nous sommes aujourd'hui accompagnés de Aurélie et Justine de Voyage Sauvage ainsi que de leurs partenaires qu'elles vont vous présenter. Nous allons découvrir différentes associations, différentes personnes qui vont nous parler de protection des animaux. Je vous laisse démarrer, Aurélie et Justine, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les Vieux Salins de Hyères. Quand on parle de Hyères, les palmiers, on pense souvent, bien sûr, à nos magnifiques plages de sable blanc, une eau turquoise, Porquerolles, bien sûr aussi, la presqu'île de Giens, mais on a également cette magnifique écosystème ici qu'on a, voilà, des Vieux Salins. On a 2 zones de salins sur Hyères et on a la chance ici de voir les flamants roses. Justine, tu peux nous en dire plus? On parlera des flamants roses du coup un peu tout à l'heure parce qu'on a prévu un petit questionnaire histoire qu'on s'amuse tous autour de ces animaux-là. Je vous montrerai aussi tout à l'heure parce qu'ils sont en fait derrière nous. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure ces animaux-là. Et on va passer du coup la parole aux associations qui nous accompagnent aujourd'hui et on est très ravis de les avoir avec nous et surtout de pouvoir vous les présenter. Allez-y Alain, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc je suis Alain Rennes. Effectivement, je suis le directeur de l'association qui s'appelle Pays de l'Ours à Dette, qui est une association qui existe depuis 30 ans, qui vient de fêter son 30e anniversaire. Elle a été créée en 1991. On peut montrer par exemple le logo de l'association en première image, qui est d'ailleurs le nouveau logo qu'on vient d'adopter et qu'on vient de diffuser. Alors cette association, elle a comme particularité d'avoir été créée par des élus locaux, des maires de communes des Pyrénées qui constataient la disparition de l'ours dans les Pyrénées et qui refusaient cette fatalité et qui souhaitaient s'impliquer à la fois pour la conservation de l'espèce, sa restauration, et aussi pour la valorisation pour les populations locales. Donc on fait un travail global sur la conservation, la restauration, l'information, la sensibilisation du public, sur la cohabitation avec les différentes activités humaines, un travail donc de valorisation. Et c'est autour d'un de ces projets que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Juste une petite image suivante pour dire que l'association, constatant la faiblesse de la présence de l'ours, faut bien voir qu'au début des années 90, il restait 5 ou 6 ours sur l'ensemble des Pyrénées. Donc l'espèce était vraiment sur le seuil de la disparition et l'association a été initiatrice d'un programme de restauration qui s'est concrétisé en 1996. On voit là une des images par le lâcher de 3 ours, donc 2 femelles en 96, voilà, ça c'est une des femelles lâchées, la deuxième, et un mâle en 1997. Alors, à l'aide d'autres lâchers, ils se sont faits notamment en 2006, en France également et encore avec notre partenariat, puis aussi en 2016 en Espagne, et puis 2 récemment en 2018 dans la partie occidentale des Pyrénées. On arrive à la situation maintenant qui est celle qu'on va voir sur la carte qui suit, qui est donc le point voilà, sur les populations. Alors en 2020, puisque pour l'année 2021, la synthèse n'est pas encore parue, c'est une histoire de semaines maintenant, on avait identifié 64 ours différents dans les Pyrénées. Donc on est passé de 5 ou 6 à 64, on a multiplié la population par 10. C'est un très bon résultat, on est très fiers évidemment. Malheureusement, ce n'est pas un résultat qui est suffisant pour espérer maintenir la population à long terme. Et donc, on continue à travailler dans ce sens, voilà, bien que ça soit difficile avec certains acteurs locaux, avec l'État aussi qui a la responsabilité de la conservation des espèces, mais qui se fait tirer un peu l'oreille, on va dire, pour continuer cette restauration, vu les difficultés qu'il peut y avoir avec quelques acteurs locaux, notamment des éleveurs et parfois aussi des chasseurs. Donc parmi le travail qu'on fait, il y a un gros travail d'animation, d'information, de sensibilisation du public. On va dans les écoles, dans toutes les écoles locales systématiquement, pour leur parler d'ours, bien sûr, parce que on constate souvent que les enfants des écoles connaissent mieux soit certains animaux exotiques, soit certains animaux disparus, certaines espèces disparues, comme les dinosaures par exemple, dont certains sont tout à fait fans et très bons connaisseurs. Mais par contre, l'ours, qui est presque dans leur environnement, ils le connaissent assez mal.
Donc on fait un gros travail dans ce sens, un gros travail de terrain également, un travail sur les sites de départ de randonnée aussi, ça sera l'image suivante, un stand d'information du public, des randonneurs. Vous voyez que là, on est vraiment sur le terrain. Mais il y a quelques années, on s'est quand même posé la question de la valorisation vraiment de cette espèce auprès du public et des gens intéressés, avec notamment cette question, est-ce qu'on peut emmener du public voir des ours dans les Pyrénées? Alors avec 64 individus, évidemment, et des animaux très discrets, farouches, c'est illusoire. On a cherché donc une solution qui permettait de pallier un petit peu à ça et comment on pourrait quand même emmener les gens sur le terrain, quand même vivre cette expérience de la présence de l'ours dans les Pyrénées sans du coup pouvoir l'observer. Alors vous voyez par exemple cette image là qui fait partie des belles images qu'on peut récolter dans les Pyrénées. Ben, elle a été réalisée avec un piège photo, c'est-à-dire un appareil photo automatique. Il y a tout un réseau d'appareils, de plusieurs dizaines d'appareils qui sont utilisés principalement pour le suivi de la population. Là, par exemple, ça a permis de constater que cette femelle, qui s'appelle Fadette, était accompagnée d'un ourson. C'était en 2017, c'est là, il y a juste quelques années. Et on s'est dit, ben, est-ce qu'on pourrait évidemment sans pouvoir montrer des ours, quand même faire vivre ce travail de suivi de la population. Et donc on a créé un programme qui s'appelle Sur les traces de l'ours, dont vous retrouvez ici l'affiche, et qui consiste à venir vivre une journée sur le terrain, en randonnée, en montagne, avec un de nos experts, pour aller à la recherche de l'ours, à la recherche des indices de présence de l'ours, et de se mettre dans la peau, si vous voulez, d'un scientifique qui étudie cette population d'ours. Alors, une petite idée des paysages qu'on peut traverser. Vous allez voir la photo suivante. Voilà, là on est sur le site qu'on utilise. Comme les scientifiques utilisent des itinéraires de suivi sur lesquels on collecte des indices de présence d'ours. Alors, les indices, je vais vous en montrer, ça peut être des traces, ça peut être des poils, ça peut être des photos ou des vidéos. Eh bien, on s'est dit, on va nous reconstituer comme ça un itinéraire qui a une double vocation. Une vocation scientifique, parce qu'on va y relever des indices de présence d'ours, et aussi une vocation pédagogique. C'est-à-dire qu'on y emmène du public par petits groupes pour venir vivre cette expérience, effectivement, avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, on part sur le terrain, comme on le voit là. Alors les groupes sont un tout petit peu plus importants que ça. Hein, ça peut aller jusqu'à 8. Hein, ça reste quand même des petits groupes, mais ça peut aller jusqu'à 8. Et voilà, on va chercher, par exemple, des empreintes d'ours comme celle-là qui est relevée par mon collègue Adrien. Et quand on trouve de ces empreintes, eh bien, on les relève, comme on dit, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de mesures et on remplit des fiches signalétiques qui seront transmises ensuite au réseau officiel de suivi de la population. On peut aussi rechercher des poils d'ours. Alors on dirait que c'est un peu comme une aiguille dans une meule de foin, sauf qu'on a des petites astuces, et notamment celle-là qu'on appelle des pièges à poils. Alors, vous voyez, c'est un petit morceau de fil de fer barbelé dont on recouvre un petit peu les pointes pour pas que ça risque pas de blesser les animaux, sur lesquels on met un produit odorant qui incite les ours à se frotter. Et les ours se frottant, ils le font pour marquer leur territoire surtout, eh bien, ils laissent comme ça quelques poils et ensuite on passe à cet endroit-là et on récolte ces poils, ce qui permet de faire des analyses génétiques. Sur les photos suivantes, vous verrez, voilà, sur cet itinéraire de suivi, donc mon collègue Adrien, qui est accompagnateur en montagne, montre à une personne du public ce jour-là comment eh bien, on cherche effectivement minutieusement sur certains arbres de ces poils. Et si on en trouve, c'est la photo suivante, eh bien, les poils est récolté selon le protocole du réseau. Alors que vous voyez, par exemple, c'est avec des gants stériles, avec la pince à épiler était préalablement stérilisée aussi pour ne pas polluer le poil et pas polluer son ADN, une fiche signalétique qui est remplie très précisément, et ensuite tout ça transmis au réseau de suivi officiel de la population d'ours dans les Pyrénées. Et alors, le dernier outil qu'on utilise, que voilà, donc ce sont des appareils photo et vidéo automatiques qui permettent de saisir un petit peu toute la faune qui passe sur cet endroit, sur cet itinéraire. Alors là, de la même manière, les appareils, donc en début de saison, sont posés avec le public, ils sont relevés à chaque passage. On fait des passages environ toutes les 2 semaines pour pas déranger les animaux.
Donc sur la photo suivante, on voit effectivement une opération de relève des appareils photo. Alors normalement, dans le cadre du réseau de suivi, on prélève la carte mémoire sur l'appareil et on étudie tout ça au bureau tranquillement sur les écrans. Là, évidemment, c'était pas le but. Le but, c'était d'en profiter sur place. Et voilà ce que ça donne. Par exemple, on a avec une tablette spéciale, on lit directement les images et ça permet de découvrir en images et d'être les premiers à voir un animal, un ours en l'occurrence, mais tout le reste de la faune aussi, bien sûr, qui est passé à cet endroit-là. Et ce qu'on peut vous dire, pour nous déjà le vivre et puis aussi le faire vivre comme ça à une centaine de personnes à peu près par an, eh bien c'est que l'émotion est presque aussi forte que de voir l'ours en vrai, surtout quand on sait que c'est pas vraiment possible, en tout cas c'est extrêmement rare. Et bien là, on a cette occasion de le voir à l'endroit où il est passé. On peut reconnaître la branche, on peut reconnaître, etc., la pierre, etc., etc., son comportement. Alors un exemple d'image, vous allez voir une photo d'un ours qui a été relevé donc sur voilà, cet ours a été photographié par un des appareils qu'on vient de voir. Et si on peut essayer de regarder la vidéo qui suit, vous découvrirez ce même animal au moment où il a été pris en photo d'ailleurs, c'est un endroit où on a mis deux appareils, un en photo et un en vidéo. Et voyons si cette vidéo arrive à passer. Alors voilà, voilà l'ours. C'est un arbre sur lequel il y a un piège à poils dont on parlait tout à l'heure. Donc l'ours l'a senti, il s'est frotté et vous distinguez peut-être à sa gauche maintenant l'appareil photo, voilà, juste maintenant, et c'est la photo qu'on vient de voir. Voilà, donc cet animal qui en l'occurrence, voilà, montré par la souris, par la flèche, c'est un animal qui est un mâle en l'occurrence, qui est reparti un petit peu en dandinant du derrière, comme font souvent là, les ours et notamment les mâles. Et bien voilà, ces images, le type d'images qu'on peut découvrir, je dirais, en direct, presque en direct, en tous les cas sur place, avec les personnes qui viennent avec nous sur le terrain. Alors, en quoi ce travail-là procède de l'écotourisme, vraiment, et d'un tourisme respectueux, qui est celui qu'on promeut, bien sûr, puisque nous sommes à la base et surtout une association de protection, eh bien, de plusieurs manières. D'une part, cet itinéraire, on a mis un itinéraire supplémentaire aux itinéraires de suivi habituels, dans une zone qui était une zone moins sensible, c'était une zone pas connue pour l'élevage de jeunes, par exemple, ce qui serait plutôt perturbant, et dans lequel il y avait assez peu de passages, mais il y en avait quand même. Et ce qu'on a constaté, c'est que depuis plusieurs années maintenant, parce que ça fait 3 ans que cet itinéraire est en place, eh bien, la fréquentation par l'ours continue, la fréquentation par l'ours est même un peu plus importante. On a même eu une ours avec un ourson, alors qui était un subadulte, c'est-à-dire un ourson d'1 an, pas un ourson de l'année. Donc on peut constater comme ça, avec le suivi qu'on fait grâce aux appareils photo et vidéo, que la faune n'est pas dérangée et notamment les ours ne sont pas dérangés. Et puis l'autre aspect, bien sûr, c'est qu'on ne cherche pas à voir les ours. Et de cette manière-là aussi, on évite le dérangement. Voir un ours dans les Pyrénées, outre que c'est très rare, la plupart du temps, ça se limite à quelques secondes d'un animal qui s'enfuit. Et il ne nous semble pas que ça soit très intéressant, même si c'est fort en émotion, je veux dire. Mais ce travail-là nous permet de voir des animaux qui sont tranquilles dans leur environnement naturel, vacants à leurs occupations, et que c'est tout à fait préférable plutôt qu'effectivement essayer de courir après et d'avoir très peu de chance de les voir et surtout de les déranger beaucoup. Voilà, donc ce programme qui continue, et bien sûr en 2022, vous pouvez avoir toutes les informations si ça vous intéresse sur le site internet dédié qui est tout simplement sur lestracesdelours.fr, tout attaché. Et puis sur l'association, donc comment ça s'appelle, Pays de l'Ours ADET, notre site c'est paysdelours.com. Pour le coup, il y a toutes les informations sur l'ours et sur notre travail, sur la situation de l'ours, sur l'actualité, et sur les actions qu'on peut mener. Génial, merci beaucoup Alain, c'était fort intéressant et la vidéo est plutôt bien passée, donc je pense que les gens ont pu voir, c'est chouette. Alors on a une petite question de Martine qui nous demande si on a des nouvelles des oursons de caramel.
Alors, les oursons de caramel. D'abord, vous situez un petit peu de quoi il s'agit. Caramel est probablement la femelle, c'est pas encore certain puisque les analyses génétiques n'ont pas encore été publiées, qui a été abattue par un chasseur le 20 novembre dernier dans le cadre d'une battue au sanglier. Le chasseur ayant été blessé par l'ours, d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrivait. L'ours et ses deux oursons cherchaient à échapper à une battue. Il y a beaucoup de battues au sanglier dans les Pyrénées. Là, malheureusement, une femelle avec des oursons était un peu pris dans la battue. Ils cherchaient à s'en échapper et pendant cette fuite, ils ont rencontré un chasseur dont le comportement, pour l'instant, n'a pas été déterminé avec précision, mais une enquête est ouverte, bien entendu. Et le chasseur, de manière à se défendre, en tous les cas, c'est ce qu'il dit, a tiré sur l'ours et l'a abattu. Et donc, nous avons deux jeunes ours qui sont dans la nature depuis cette période-là. Alors, tous les oursons naissent en plein hiver dans la tanière maternelle, c'est-à-dire vers le mois de janvier. Donc, au mois de novembre, ce sont les animaux qui avaient une dizaine de mois. À 10 mois, les oursons ont de bonnes chances de se débrouiller seuls, même si normalement, ils restent à peu près 18 mois avec leur mère, hein, la période d'élevage des jeunes. C'est une petite analogie, je le notais avec les baleines. Ça s'arrêtera là parce que si la baleine est probablement le plus grand mammifère marin, l'ours le plus grand mammifère terrestre de France métropolitaine, pour autant, si un baleineau peut faire 900 kilos, si j'ai bien entendu, un ourson à la naissance, c'est 300 grammes. Voilà, donc je vous laisse imaginer l'extrême écart qu'il peut y avoir entre les deux. Toujours est-il qu'à 10 mois, ils font une dizaine de kilos et ils ont des bonnes chances de se débrouiller seuls. Alors, est-ce que ces oursons se sont débrouillés ou pas? C'est très difficile à dire. On est en plein hiver, les ours hibernent, donc ils sont plutôt dans leur tanière en mode économie d'énergie, si je puis dire, et à vivre sur les réserves qu'ils ont pu accumuler pendant l'automne. Ce qu'on a entendu dire, mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant, c'est que il y a eu une observation effectivement de deux ours qui semblaient jeunes ensemble il y a quelque temps. Il pourrait s'agir de ces deux oursons et c'est peut-être une bonne nouvelle. En tous les cas, ils auraient survécu au moins quelque temps. Donc, on suit ça et on donnera les informations sur nos réseaux sociaux, bien sûr, sur notre site internet aussi et nos newsletters à toutes les personnes qui suivent le dossier. Génial, merci beaucoup Alain, c'était super. On a des commentaires qui sont très intéressés. Je vous inviterai à peut-être aller contacter certaines personnes après coup. Mais pas d'autres questions pour le moment, donc le temps passe vite. Je propose qu'on passe à Farah à l'intervention suivante, si c'est bon pour vous. À tout à l'heure. Super, merci, à tout à l'heure. Bonjour Farah. Bonjour Blandine. Alors super, mais écoutez, on peut y aller. Je vous laisse vous présenter. Donc voilà, moi la différence des deux précédents, je ne vais pas parler d'une association en particulier, mais plutôt d'un chemin de vie, d'une passion, cette fois-ci spécifiquement liée aux tortues marines, mais aussi aux tortues terrestres et tortues d'eau douce, en lien avec l'écotourisme parfois, surtout l'arrivée des chantiers éco-volontaires dans ces domaines-là de préservation des espèces menacées. Donc moi, me concernant, j'ai 34 ans. J'ai commencé à être passionnée des tortues à l'âge de 9 ans. J'ai été volontaire à partir de mes 18-19 ans, à l'issue de mes premiers salaires, pour autofinancer mes voyages et être volontaire au sein de différents chantiers appelés de restauration, participation, sensibilisation pour la protection des tortues marines. Du coup, de cette petite vie, j'ai pu participer au sein de 15 centres différents, structures ou associations. Ça dépend, des fois c'est des entités gouvernementales, des fois des ONG. Donc je vous laisse imaginer des fois des gentils, des fois des méchants, on va dire en gros. Et de toute cette expérience, j'ai essayé de réunir les meilleurs éléments, que ce soit en connaissances, techniques, savoir-faire, savoir-être, de tout le monde pour essayer à l'issue de faire sa propre association. Je l'ai cofondée à 25 ans au Mexique. J'ai oublié de te présenter le fait que
Je suis surtout allée au Mexique pour la préservation des tortues marines, qui est le berceau mondial des tortues marines. C'est-à-dire que sur les 7 espèces qui sont présentes au monde, 6 des 7 viennent pondre au Mexique. Donc si vous vous déplacez d'est en ouest, de nord au sud du Mexique, au niveau du littoral, vous trouverez à chaque fois une plage indice de chaque espèce. Du coup, c'est vachement intéressant comme terrain d'apprentissage. Et j'ai financé moi-même justement tous ces voyages. C'est pour ça que je préfère être bénévole. Comme ça, je ne dépends d'aucune obligation. J'apprends de tout le monde. Ça reste libre et bien mieux. Du coup, à l'issue des années d'expérience, acquéri des responsabilités grâce à mes savoir-faire, grâce à ma passion, ma curiosité. Je suis passée de bénévole volontaire 3-4 fois à l'issue leader, coordinatrice ou chargée de mission, puis directrice. Mais je tiens à dire que lorsqu'on veut vraiment préserver un animal sauvage, s'il n'y a pas d'intérêt du gouvernement, s'il n'y a pas d'intérêt financier avec le public, et ben en général, on n'est pas payé. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire avec le cœur. Ça m'a vraiment plu. J'ai, à l'issue de l'association Fuerza Laúd au Mexique, à mes 25 ans, on a dû fermer le projet puisqu'il y avait des dangers. Vous savez, au Mexique, il y a beaucoup de narcos. Donc, il y a des choses des fois qui sont dangereuses. C'est pour ça que je vais laisser la place à l'issue de ma présentation aux questions, parce que c'est difficile de faire intervenir un public étranger, du tourisme, sur des plages où il y a beaucoup de pontes, mais qui malheureusement, oui, on peut montrer les photos, malheureusement, s'il y a la présence des tortues marines, des tortues luttes, qui est la plus grande, et des autres, c'est que la plage est quasiment vierge. Si elle est vierge au Mexique, c'est qu'il y a souvent les narcotrafiquants qui s'en servent. Donc voilà ici une tortue olivâtre qui pond, vous voyez là au coucher de soleil. Juste avant, c'était une pyramide humaine avec différents volontaires. On peut passer à la photo suivante pour vous donner un peu un ordre d'idée, oui, pour imager. Une tortue qui, parmi tant d'autres, celle-ci est déformée, hein, mais elle vient quand même, cette maman, pondre. Voilà, sur des belles plages du Mexique. Vous en verrez plusieurs, de plusieurs états, plusieurs espèces. Donc là, c'est le joli côté. Photo d'arribada, hein, qui veut dire vraiment arrivée massive des tortues marines. C'est encore l'espèce olivâtre là, qui se présente par milliers. Donc vous doutez bien que là, il n'y a pas de place réellement au tourisme, ni même à nous autres lorsqu'on est scientifique ou releveur de données. Pour les compter, c'est compliqué. Voilà un exemple type de naissance. Là, ça correspond à un ou deux nids, puisqu'elles peuvent être 100, 150 à éclore. Donc, c'est bien de les laisser partir toutes seules, tranquilles. Vous verrez à la différence d'autres photos. Celle-ci, elle est amputée et du coup, elle est prise en captivité dans une piscine. Vous verrez par la suite la photo. Ce qui est bien dommage, c'est que de son malheur, on attire du public. Et donc, c'est là qu'il faut bien filtrer avec qui on travaille, l'éthique de chacun, les fondements de chaque structure et association, à savoir comment ils se servent du malheur des fois d'un individu, d'une espèce sauvage pour attirer le public. Voilà. Il y a des inconvénients, pas que des avantages. Donc là, vous me voyez au milieu de Mexicains, là, au-dessus de la piscine. Ils sont tous contents de voir la tortue et personne ne se demande pourquoi. Reste un peu Blandine sur cette photo. Là, je parlais de risque. Voilà, c'est un exemple. Lorsqu'on amène un public étranger, donc éventuellement de l'argent, un intérêt économique, voilà, comme ce centre-là qui appelle aux dons, qui est ouvert, hein, qui est gratuit en termes de visite, mais qui espère toujours un peu de coopération de la part de son public. Bon, si c'est mal géré, s'ensuit des divergences avec les autres acteurs qui font la même chose que nous, des jalousies, et c'est là où on peut tomber dans des gros problèmes où on n'est plus en train de sauver l'espèce, mais en train d'en profiter et en train de causer des gros problèmes, après des clivages, des fossés entre les différents acteurs. Donc il faut faire attention. Là, pour ce coup, j'étais coordinatrice dans ce centre de protection de tortues marines. C'était la première fois qu'on ouvrait la coparticipation de
de nombreux éco-volontaires étrangers. Du coup, on peut passer sur la photo suivante. Ça a apporté des problèmes, puisque là, vous me voyez dans une... Blandine, si tu peux mettre la photo suivante, dans une lancha, on appelle... voilà. On est venu nous chercher, j'étais avec mon binôme, à 20 km du centre. La roue a pété du quad. Et elle a sûrement été enfin, c'est un piège de la part des rivaux. C'est un des nombreux pièges qu'on nous a tendus pour justement ralentir notre travail. On était très rapidement en train d'accroître notre rentabilité en termes de sauvegarde des tortues marines, puisque là-bas, il y a de la prédation naturelle et humaine. Donc, notre travail consistait à souvent délocaliser les pontes sur les plages en les mettant à l'abri dans des écloseries. Voilà, là, vous voyez un sac de braconnier, enfin un sac, si je puis dire. Ils font avec les moyens du bord. Donc là, c'est avec un t-shirt. Il y a environ, si je me souviens, il y avait environ 400 œufs là-dedans. Donc après, on creuse des trous, vous voyez, juste à côté. On reproduit le nid comme la maman et on essaye de refaire tout comme fait la maman, en respectant exactement selon ces critères. On fait du mimétisme en fait, on se transforme en maman tortue. Le problème, c'est que voilà, ces braconniers deviennent jaloux dès lors qu'on accueille un public étranger, que du coup, il y a peut-être des ressources économiques et il faut faire très attention. On peut passer à la photo suivante. Voilà un exemple de bon vivre. Désolée pour la qualité photo, ça c'était il y a très longtemps. Ma première expérience, donc je comptais voilà, à vous la partager. Un groupe d'éco-volontaires venus d'Italie, de Corée et d'Espagne. Moi j'étais la seule française, je ne savais pas parler espagnol. Et là, le fondateur de ce centre, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait 20 ans ou 30 ans, entre 20 et 30 ans qu'il y a vraiment un effort de conservation au Mexique. Et ces efforts payent, hein, les populations se rétablissent de tortues marines. Vous avez le fondateur au centre là, de son écloserie. Et chaque tablette représente un nid de tortues marines. Donc sous le sable, pour cette espèce à 45 cm 50 de profondeur, il y a tous les œufs de chaque ponte. Et il explique donc son travail et l'intérêt à, pour le coup, là, des touristes nationaux, enfin locaux, quoi. Des Mexicains qui sont bien contents de découvrir ce travail. Malheureusement, si c'est mal guidé, ils vont vouloir, voilà, tous ne pas respecter la règle, se rapprocher au maximum de la petite tortue qui est née, prendre son selfie, prendre toujours ses photos histoire de se valoriser soi-même. L'humain est comme ça, l'individualisme, malheureusement. Et du coup, voilà, vous voyez là parmi cette ligne d'humains, c'est parce que nous sommes tous placés, hein, comme le veut les libérations. En tout cas à l'époque, maintenant on fait encore plus attention. On libère les bébés tortues qui sont nés. On reste bien derrière la ligne, n'est-ce pas, pour pas empiéter, sauf que là, vous voyez, il y a toujours une brebis galeuse. Là, ça va, c'en est qu'une personne. Mais en général, après les autres, si on manque un peu d'autorité, ou si on n'explique pas réellement les dangers et l'impact de notre présence, ils peuvent empiéter, marcher, suivre la tortue jusqu'à l'eau, ou bien la toucher, tout ce qui est interdit maintenant. Mais pendant combien d'années tous ces centres de préservation de tortues marines n'ont pas appliqué les normes, n'ont pas réellement expliqué pourquoi on pouvait être néfaste et pas aidant en fait pour ces tortues. Ça, c'est une grande histoire. Voilà malheureusement comment, là ça va, il n'y en a pas beaucoup sur cette photo, quelques petites tortues qui attendent justement la main des touristes pour les libérer. Donc je rappelle que les tortues sont des animaux sauvages, des reptiles, ils n'ont pas du tout besoin de nous. Ils savent très bien avec les conditions météorologiques quand sortir et ils sentent très bien la tombée de la nuit ou le lever du jour, donc leurs limites. Et en aucun cas, il faut les retenir. Sauf que malheureusement, les centres les retiennent beaucoup puisque c'est l'appât du gain. Ça fait rêver, les touristes viennent, locaux ou internationaux, pensent bien faire en faisant une bonne action, en libérant un bébé qu'ils pensent avoir sauvé. Et là, en fait, c'est tout le contraire. On les retient. Ils perdent justement donc normalement tout ce qui est important lorsqu'il naît, c'est-à-dire la reconnaissance du sable, de sa texture, de ses propriétés, le pourquoi du comment ils vont réussir à revenir si c'est des femelles sur la même plage ou juste à côté de laquelle elles sont nées pour pondre. Elles ont une sorte de GPS dans la tête et tout ça sera perturbé par une
boîte en plastique en plus qui va complètement les dérouter et surtout pas les faire attendre. Alors sur cette photo, c'est un exemple aussi d'impact d'un tourisme mal géré, d'une participation, d'un éco-volontariat, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, tourisme vert responsable. Quand c'est mal fait, voilà ce que ça donne. La photo est prise devant la tortue, le flash est pourtant interdit, le Mexicain là que j'aime, hein, qui était mon associé, que j'aime bien, qui était mon associé avant, mais là j'étais novice, j'avais 19 ans, je ne connaissais pas encore l'impact, je n'avais pas compris encore tous les tenants et les aboutissants. Eh bien, il est bien content d'avoir quelques étrangers qui vont consommer par la suite chez lui quelque chose, qui vont lui apporter une recette, mais en attendant, la pauvre tortue, auquel elle est en transe pendant la ponte, elle ne s'en rend pas compte, mais en amont et en aval, ces touristes l'ont dérangée, avec la lumière pas que rouge que vous voyez là, avec le flash, avec la proximité, avec un nombre non nécessaire de personnes autour d'elle. En tout cas, ces différentes expériences représentent 7 ans de nomadisme que j'ai passé à l'étranger. Je pense avoir vraiment profité des meilleures plages de ponte, comme sur celle-ci par exemple. Là, ce n'est pas... le tourisme n'y est pas invité, vous voyez qu'elle est gardée, c'est une tortue lutte, la plus grosse tortue au monde du coup, tortue marine de 2 mètres, qui a un cuirassé et pas une carapace osseuse. Elle est gardée par des militaires. Voilà. Des fois, il est nécessaire, tellement il y a de braconnage pour certaines espèces et pour certaines plages, de s'accompagner complètement des forces de l'ordre, hein, du gouvernement. Donc là, j'ai pu participer parce que vraiment, j'étais trop curieuse, trop passionnée. Ils ont bien vu, c'était mon rêve et tout. Mais vous voyez que même les forces de l'ordre, là, bon, avec les, les fusils braqués sur la tortue et si proches, bien contente de voir une petite Française, font qu'on dérange aussi l'animal. Donc il faut faire vraiment attention. Celle-là, c'est au sein d'un autre État au Mexique, où il y a des aribadas, mais pour le coup, ce n'est pas l'olivâtre que vous avez vu au départ, c'est sa cousine, la plus petite des tortues marines, qui pond, mais il venait par 1000, 2000 chaque nuit, et du coup, je voulais vous montrer la différence entre une petite écloserie et une grande écloserie. Des fois, il est nécessaire, en fonction du danger de prédation et donc de la non-survie des générations futures de l'espèce, de tout bouger. Et là, c'est un travail carrément d'usine. On ne fait pas attention œuf par œuf, c'est des costales, donc comment on appelle ça en français? Costales, des grands sacs de riz où on va mettre un nid sur le quad, on va en encaisser 10 à 20, on va patrouiller toute la nuit, ils vont attendre les œufs 5-6 heures avant d'être plantés. Il y aura quand même un taux de survie important, un taux d'éclosion suffisant pour maintenir l'espèce. Pour les générations futures, je disais, puisque sinon, il y a aussi les risques à cause du tourisme, de l'érosion des plages, puisqu'il y a des digues qui sont construites, il y a le développement sur le littoral qui fait que tout est bouleversé, il y a la pollution lumineuse, ces hôtels qui nous dérangent, plein de choses. Donc, des fois, il est nécessaire, ce n'est pas la meilleure méthode de conservation, mais de vraiment délocaliser ces nids. Et je pense que c'est l'une des dernières photos. Là, c'est pour montrer aussi que lorsqu'on aime un animal, voilà, là, ça parle de la tortue terrestre, pas de la tortue marine. J'ai fini au Sénégal 2 ans et demi directrice de ce centre. J'ai bien apprécié l'expérience puisque là-bas, il était question d'une captivité, mais pour une réintroduction de l'espèce, voilà, à travers une sanctuarisation et tout ça par la suite, et au sein du milieu naturel. Cette dernière photo parle d'elle-même, toujours faire attention à justement comment on approche l'animal sauvage pour ne pas l'effaroucher. Voilà, la tortue, cette tortue d'eau douce là, peut rétracter sa tête, d'autres ne peuvent pas, les tortues marines ne peuvent pas. Comme disait Agnès, voilà, connaître les signes de peur, de crainte de l'animal, ne pas croire toujours qu'on fait du bien. Donc le tourisme, on en a besoin, puisqu'il faut sensibiliser, il faut partager nos connaissances. Tant qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. Et ça m'a beaucoup aidée. Je remercie justement certains chantiers, certains projets à m'avoir fait participer. Et des fois, je pense que j'ai mal agi parce que je ne savais pas. Donc faire attention justement quand vous voyagez, quand vous voulez faire une bonne action, quand vous participez, à connaître la biologie de l'animal que vous voulez visiter, que vous voulez suivre, que vous espérez rencontrer, son métabolisme, donc ses besoins, l'éthique réellement de la structure de l'association qui vous accueille.
et surtout s'accompagner d'acteurs qui sont comme Voyage Sauvage, Terre de Découverte, Aurélie et Justine, qui sont experts et qui connaissent vraiment comment faire en fait pour, ne, pour minimiser le dérangement. Voilà. Parce que des fois on a besoin vraiment de visiteurs pour une plus-value, pour valoriser l'animal et son habitat, et donc pour le sauver en quelque sorte. Mais il faut vraiment faire attention, la limite est très, des fois c'est un fil de rasoir entre l'aider ou le détruire. Donc je vous invite à s'accompagner d'acteurs comme Aurélie et Justine pour vous guider à mieux savoir vous comporter sur place en réellement aidant ces acteurs de conservation animale. Super, merci beaucoup, Farah. Je vous pose une petite question du coup. Alors, on a Emmanuel qui nous suit depuis le Sri Lanka, qui demande si vous y êtes allé au Sri Lanka et si vous connaissez un petit peu des associations qui tiennent la route, entre guillemets, parce qu'il explique qu'il y a 5 espèces représentées au Sri Lanka et que c'est très mal géré, en fait, qu'il y a un commerce d'œufs important, des pseudo-fermes qui achètent ces œufs pour attirer le public, etc. Donc, est-ce que vous connaissez un petit peu la situation là-bas? On m'en a parlé, je n'y suis jamais allée parce que je suis restée vraiment tournée sur le Mexique, sur les plages d'abondance en termes de ponte. Et par contre, j'en ai entendu parler et je confirme ce qu'elle dit, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que ce soit au Mexique ou en Guyane, là où j'ai réellement participé à différents projets, il y a ce problème, hein, comme vous pouvez lui dire au Sri Lanka, c'est vraiment courant, c'est pour ça que je vous dis faites attention, parce que des fois on vient, on pense bien faire en aidant la structure, et en fait, elle se sert de nous, puisque nous, on est là, oh, petit étranger, petit voyageur, oh, c'est joli, c'est bien ce qu'on fait, quelle bonne action. Mais en fait, eux, ils nous montrent qu'une partie de l'iceberg. Ils vont garder quelques nids pour aller à terme à l'éclosion, mais les autres, eux, sont vendus sur le marché noir. Et c'est pour ça que des fois, j'ai dû travailler, même sans le savoir, avec des narcos, en fait. C'était pas des vrais protecteurs de tortues. Et au Sri Lanka, il se passe la même chose, mais je ne suis pas encore tournée sur sur le continent, sur ce pays, D'accord. ce continent qui a beaucoup de tortues, quoi. Ouais. Ok, merci. J'ai encore 2 petites questions. Alors, on arrive vraiment à la fin du temps, mais je pense que je peux vous les Oui. poser. C'est ce qui intéresse les gens. Donc, si ça vous va, on va y aller. Donc, on a Marie qui nous demande sur une ponte complète, environ combien de petits parviennent à réellement rejoindre le large après l'éclosion? Ah bah, si tous les éléments sont réunis, dans la nature, il arrive souvent que 95% des œufs ont éclos et on rejoint le large. Ah, le large vraiment loin, vous voulez dire? Vous Oui, voulez alors parler je pense que la d'éclosion? question, c'est pour savoir vraiment combien vont survivre en fait après leur naissance. Alors attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prédation. Il y a déjà les crabes, après il y a les bancs de poissons, il y a les oiseaux aussi, mais après la tortue est faite justement, elle a tellement au niveau de son sac vitellin, il y a tellement de nutriments importants qu'elle naît en même temps que la migration d'autres prédateurs et elle est faite en majeure partie pour nourrir d'autres animaux. Donc, tant qu'il n'y a pas l'homme, la chaîne alimentaire est faite comme ça. Il n'y aura qu'une petite tortue sur 1000 qui atteindra l'âge adulte, selon les statistiques. Ok, très bien. C'est pour ça Merci qu'il y a beaucoup d'œufs. beaucoup. Voilà. Ok. Et alors, 2 questions en une pour finir sur ce sujet. Vincent nous demande quel est l'impact des filets de pêche sur les populations de tortues marines et donc également quel est l'impact des espèces introduites, notamment les chiens qui sont introduites sur les îles de ponte en fait. Alors, la pêche est horrible, surtout tout ce qui est pour les crevettes et tout ça. Moi, je les vois souvent au large. Il fait nuit, même s'il n'y a pas de lune, on voit toutes les lumières des bateaux. Et forcément, lorsqu'on voit ça, eh ben, il y a beaucoup moins de mères pondeuses, hein. Elles sont prises dans les filets. Donc, bon, moi j'aime Sea Shepherd aussi, là je viens de participer à eux. J'en profite pour dire, faites attention à ce que vous mangez dans votre assiette. Prenez, s'il vous plaît, de la pêche à la ligne parce que tous ces chalutiers là, toutes ces pêches intensives, ils raclent tout. Et c'est pas souvent qu'ils sont équipés de ce qu'il faut pour permettre aux gros animaux de s'échapper. Donc oui, il y a un gros impact. Et pour parler des chiens, ce sont des animaux introduits par l'homme. Donc il y a un gros problème, surtout dans les pays où ils sont pas très aimés, du coup pas très bien nourris. Et voués à eux-mêmes sur les plages, bah, bien sûr, ils vont trouver
la tortue la plus faible, ils vont la dépecer, ils vont l'attaquer, la tuer, ou manger les œufs, ou manger les naissances. Ça m'est arrivé très 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 souvent. Il faut éduquer ces chiens-là, mais on ne peut plus enlever leur instinct une fois qu'ils ont appris à s'alimenter ainsi, en fait. C'est très difficile. J'ai essayé de retourner la mentalité des chiens souvent, parce que ça devient mes amis aussi, ils me suivent, mais derrière notre dos, après, ils mangent les petits bébés. Il faut faire très attention. Donc attention à l'impact de l'homme, et c'est toujours un problème sur les plages. C'est noté. Merci, merci beaucoup, Farah. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette intervention. On va aller faire un tour du côté de hier avec Aurélie et Justine, et puis on se retrouve très rapidement pour la conclusion. Merci. Merci à toutes ces présentations. Donc nous, on aime travailler justement avec des associations. On fait le lien entre tout ce qui est cette partie tourisme et cette action de préservation à destination justement. Donc c'est vraiment important pour nous de travailler avec eux. Et bon, on va clore un peu tout ça sur une belle image que je vais vous présenter juste là. Alors, on est donc dans les vieux salins de hier et plus, voilà, là où il y a le doigt, vous pouvez voir des flamants roses qui sont juste en face de nous. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un petit quiz. Mais donc là, vous voyez que enfin, je sais pas, vous voyez peut-être des taches, j'en sais rien. Mais là, les flamants roses sont en train de dormir. Donc, ils dorment principalement juste là. On a de la chance. sur une patte. Là, vous allez... Il y a à peu près environ 200 espèces d'oiseaux dans les vieux salins. Donc, c'est très, très riche. On a de nombreuses espèces juste pile devant nous. Magnifique. Et voilà. Les salins, en fait, il y a 2 zones à hier. Et donc, c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, c'était la base des zones justement pour faire du sel. Et donc, aujourd'hui, c'est de vrais écosystèmes avec une magnifique biodiversité, notamment la LPO PACA, justement, organise des visites guidées sur place et fait beaucoup d'actions de comptage, de préservation, justement, de toute cette belle faune. On a beaucoup d'espèces au niveau des oiseaux. On va essayer de se déplacer un petit peu pour vous montrer s'il y a toujours le grand héron. Ouais. Oh, pardon. Et vraiment avec 2 belles zones. Et c'est vrai qu'hier, les palmiers, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est connu bien sûr pour les belles plages, mais voilà, on voulait aussi vous faire partager hier autrement, le Var autrement. Et merci encore en tout cas à toutes ces associations. On voulait vraiment vous faire partager notre quotidien, parce que notre quotidien justement c'est faire appel à ces associations pour en savoir plus justement sur les dérives et pour faire un vrai écotourisme le plus vertueux possible. Voilà, on voulait vous partager cette magnifique zone encore. Et vous voyez le héron le grand juste héron là-bas. juste là, voilà. Alors, génial. Alors, peut-être Justine, tu pourrais nous expliquer pour les couleurs, est-ce qu'on pose la question ou pas? À votre avis, pourquoi les flamants roses sont roses? Alors, on va attendre un peu. Ouais, on va laisser voir dans les commentaires si on a des réponses. En attendant, on vous laisse profiter du paysage. Et juste à droite, si on tourne un petit peu, là-bas, on a la mer Méditerranée avec la vue sur Porquerolles, juste derrière, sur là-bas. les îles, voilà. C'est bon, je pense que on a des réponses. Donc, on a eu l'alimentation parce qu'ils mangent des crevettes, voilà. Voilà, parfait. C'est ça, c'est ça. Et il y a aussi des petites algues qui leur donnent cette couleur qui est aussi présente dans les crevettes. Chez nous, il y a un petit hélicoptère qui passe à ce moment-là. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un flamant rose qui va atterrir là-bas. Ouais, merci. On avait l'hélicoptère qui faisait pas mal de bruit, mais on a vu le flamant rose, donc c'est génial. On va arriver à la conclusion du coup. Merci à tous de votre participation et de tout ce que vous nous avez appris. Vraiment, on a appris vraiment beaucoup de choses là en 1 heure. Donc voilà, attention Aurélie et Justine, vous êtes toujours en muet. Mais peut-être si dès que l'hélicoptère sera passé, vous pourrez reprendre la parole. Mais merci à tous et je vous inviterai à aller voir aussi sur le live tous les petits commentaires qu'on a eus. C'était très intéressant et les gens vous remercient.
Est-ce qu'il y a des questions ou pas Alors, d'autres questions? pas de nouvelles questions. Alors, simplement pour la question des flamants roses, on a des personnes qui ont fait les devinettes, mais on a donné la réponse juste après. Donc là, pas Ah, de nouvelles questions et beaucoup de remerciements surtout. super. Ben, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi le live. C'est important pour nous de faire passer tous ces messages aujourd'hui. Et merci à nos invités d'avoir présenté les associations et le travail dans les associations. Merci à vous. Vous faites un travail merveilleux sur place, chacun dans votre zone, chacun dans votre partie. Et c'est pour ça qu'on voulait vous mettre en avant. Donc merci pour ce que vous faites pour les animaux. Et on est vraiment ravis et on va continuer à travailler bien sûr avec vous pour justement mettre en avant des vraies associations qui ont, comme disait Farah, comme le soulignait Farah, peuvent être à la fois vecteurs de destruction et à la fois de vecteurs de préservation suivant le travail qui est fait. Et ici, on a des vrais professionnels qui font un travail merveilleux. Donc merci à vous. Merci à tout le monde et bon Merci. après-midi et bon week-end. Merci. Merci. Au revoir.